et bienvenue sur A de droit. Aujourd'hui, j'aurais souhaité analyser avec vous les deux décisions qui ont été rendues par le Conseil de prud'homme de Troyes et le Conseil de prud'homme d'Amiens en décembre 2018, au terme desquelles les conseillers prud'homaux ont écarté les barèmes d'indemnisation des ordonnances Macron en matière de licenciement. Donc, ce que nous allons voir dans cette vidéo d'abord, c'est quelle est la motivation qui a été retenue par ces deux juridictions. Et après, à la fin de la vidéo, je voudrais également vous faire part d'une idée que j'ai eue et qui me semble, elle aussi, permettre d'écarter les barèmes d'indemnisation. C'est une idée qui, à ma connaissance, n'a encore jamais été plaidée devant un juge, mais qui, à mon sens, mériterait de l'être. Autre chose très importante avant de commencer, n'oubliez pas de regarder le texte qui se situe sous cette vidéo, parce que s'il y a bien une vidéo de cette chaîne où il risque d'y avoir beaucoup d'actualisations, c'est bien celle-ci. Dans le texte, vous allez retrouver les liens vers les jugements que vous pouvez télécharger ensuite sur votre ordinateur sous format PDF, l'intégralité des jugements. Vous y verrez aussi les références à d'autres décisions de justice, notamment la décision du Conseil constitutionnel, celle du comité des droits sociaux. J'y mettrai également à jour, évidemment, les décisions des cours d'appel, parce que les cours d'appel ont été saisis respectivement à l'encontre de ces deux jugements, et éventuellement aussi les décisions de la Cour de cassation lorsqu'elle se prononcera sur la question, car il est absolument inéluctable qu'elle le fera. Et une fois n'est pas coutume, je souhaiterais aussi commencer cette vidéo par une toute petite dédicace aux étudiants de Subbarreau, et je voudrais au passage saluer Michael et Anthony. Vous êtes des super enseignants, vous êtes passionnés par ce que vous faites, donc franchement, bravo. Voyons maintenant le premier jugement, qui est celui du Conseil de prud'homme de Troyes. Et on va s'attarder un peu sur la motivation de ce jugement parce que c'est la motivation la plus détaillée, la plus fournie, la plus riche, et surtout elle est très pédagogique. D'ailleurs, le Conseil de prud'homme de Troyes articule son raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, il va réfléchir sur la conventionnalité des barèmes du Code de travail par rapport aux conventions internationales qui ont été ratifiées par la France, et ensuite, au terme de ce premier temps de son raisonnement, elle va ensuite examiner les dommages et intérêts qui vont être alloués aux salariés au cas d'espèce. Donc, dans le premier temps de son raisonnement, le Conseil de prud'homme va donc s'interroger sur la conventionnalité des barèmes prévus par le Code du travail. Et le Conseil de prud'homme nous rappelle tout d'abord l'article 55 de la Constitution, qui est important puisqu'il nous renseigne sur la valeur juridique des traités, des conventions internationales. Et une fois qu'elles ont été ratifiées, elles ont une autorité, nous dit la Constitution, qui est supérieure à celle des lois. Autrement dit, une convention internationale, c'est forcément supérieur au Code du travail. Et le Conseil de prud'homme rajoute juste après quelque chose qui est assez classique pour les juristes, qui l'est peut-être moins pour les non-juristes, c'est que le Conseil constitutionnel, il est compétent pour regarder la conformité de la loi à la Constitution. Mais c'est le seul contrôle qu'il effectue. À l'inverse, c'est à la Cour de cassation et au Conseil d'État d'analyser si une loi, elle est conforme à une convention internationale. Et ceci donc nous invite à distinguer ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité. Alors pour le comprendre facilement, il faut se représenter en fait notre système juridique comme une pyramide. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la pyramide des normes. Et tout en haut de cette pyramide, vous trouvez la Constitution. En dessous de la Constitution, vous trouvez les conventions internationales, les traités internationaux. D'accord ? Pourquoi cette présentation? On aurait plutôt tendance à penser que les conventions internationales se trouvent au-dessus de la Constitution, mais en réalité, on considère qu'en fait, la France ne peut ratifier des conventions internationales que si elles sont conformes à sa propre Constitution. C'est pour ça qu'on les place en dessous. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que les lois et les règlements se situent en dessous de la Constitution et des conventions internationales. Et le rôle du Conseil constitutionnel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme l'a rappelé le Conseil de prud'homme, c'est de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Et c'est le seul rôle qu'il a. Le Conseil constitutionnel n'a pas le rôle de contrôler la conformité des lois aux conventions internationales.
Ce contrôle-là, il appartient à la Cour de cassation, au Conseil d'État et bien évidemment à toutes les juridictions qui se situent en dessous du Conseil d'État et de la Cour de cassation, et donc, pourquoi pas, un Conseil de prud'homme. Alors, quelles sont les conventions internationales qui sont en jeu, qui sont mobilisées par le Conseil de prud'homme de Troyes? Tout d'abord, il y a la Convention 158 de l'OIT, et le Conseil de prud'homme rappelle que, selon la Cour de cassation, cette Convention 158, elle est directement applicable en droit interne, c'est-à-dire que dans un litige entre un salarié et un employeur, l'un ou l'autre peuvent parfaitement invoquer cette Convention numéro 158. Et que nous dit cette Convention 158 plus précisément? Elle a un article 10. Et dans cet article 10, on réserve aux tribunaux la possibilité, lorsqu'on ne peut pas annuler le licenciement ou quand on ne peut pas réintégrer le salarié dans son emploi, on donne la possibilité aux tribunaux d'accorder au salarié une indemnité adéquate ou une réparation appropriée. Alors vous voyez que les termes sont particulièrement vagues. On ne sait pas ce que c'est qu'une indemnité adéquate, une réparation appropriée. Pourquoi c'est des termes qui sont un peu vagues? Parce que généralement, quand on veut obtenir la conclusion d'un accord, d'une convention internationale, il ne faut pas s'engager sur des termes qui sont trop précis, de manière à laisser à chaque État le soin de définir ce qu'est une indemnité adéquate, une réparation appropriée. Donc vous voyez qu'à la simple lecture de la convention de l'OIT, c'est pas certain qu'une indemnité plafonnée comme elle l'est depuis les ordonnances Macron ne serait pas une indemnité adéquate ou une réparation appropriée. Le Conseil de Troyes mobilise une autre convention internationale qui est la Charte sociale européenne. Et la Charte sociale européenne de 1996, elle nous indique dans son article 24 que il faut assurer l'exercice effectif du droit à la protection du salarié lorsqu'il est licencié. Et cette expression, l'exercice effectif du droit, vous allez voir qu'on la retrouvera dans l'idée que je suggère à la fin de cette vidéo, c'est une expression qu'on retrouve souvent, en fait, dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et cet exercice effectif, nous dit la Charte sociale européenne, elle passe avant tout par le fait que le salarié se voit octroyer une indemnité adéquate ou une réparation appropriée. Vous voyez que les termes de la Charte sociale européenne sont très similaires à ceux de la Convention 158 de l'OIT et qui laissent toujours une marge d'appréciation. Cela étant, le Conseil de prud'homme nous dit que cette charte sociale, elle est directement invocable devant le juge administratif et elle l'est, de toute évidence, aussi devant le juge judiciaire comme un Conseil de prud'homme. Et ce qui est intéressant dans le raisonnement du Conseil de prud'homme de Troyes, il vient juste maintenant, c'est que le Conseil de prud'homme va se fonder sur une conclusion du Comité européen des droits sociaux. Et le Comité européen des droits sociaux, c'est l'organe qui interprète cette charte, qui est chargé de l'interprétation de cette charte. Alors, déjà, il y a une première précision qui me semble très importante. Vous verrez sous la vidéo, je vous renvoie au lien au site internet de ce Comité européen des droits sociaux, et vous verrez qu'il y est bien mentionné que les décisions et les conclusions de ce comité doivent être respectées par les États concernés, même si elles ne sont pas directement exécutoires dans leur ordre juridique interne. Si je traduis ça en termes simples, ça veut dire que le comité y rend des décisions qui ne sont pas des jugements. C'est pas comme un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne que les juridictions françaises doivent impérativement respecter. Vous voyez, là, on peut ne pas, un juge n'est pas lié par ce que dit le Comité européen des droits sociaux. Cela étant, le juge français peut parfaitement s'inspirer de ce qui a été décidé par le Comité européen des droits sociaux, et c'est exactement ce que va faire le Conseil de prud'homme de Troyes. Et pour cela, il va se fonder sur une décision qui a été rendue le 8 septembre 2016,
et qui opposait une association contre l'État finlandais. Et vous retrouverez la référence exacte de cette décision dans le texte sous cette vidéo, vous pourrez la relire en intégralité, je vous la résume simplement. En Finlande, qu'est-ce qu'il y avait? Vous aviez un plafonnement des indemnités de licenciement qui était limité à 24 mois. Et la loi finlandaise prévoit que dans certains cas de licenciement abusif, on pouvait également solliciter une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Donc en gros, il n'y avait pas que le plafond du Code du travail, il y avait éventuellement, à titre subsidiaire, la responsabilité civile du Code civil. Et en réalité, l'État finlandais n'a pas été en mesure d'apporter la moindre preuve, le moindre jugement qui démontrait que un salarié aurait perçu une indemnité de licenciement plafonnée et qu'il aurait en plus perçu une indemnité au titre de la responsabilité civile de l'employeur. Et donc le comité a estimé dans sa décision de 2016 que la loi relative à la responsabilité civile ne constitue pas une voie de droit alternative ouverte aux victimes de licenciements abusifs. Et la conclusion du comité, elle est reprise par le Conseil de prud'homme dans sa décision, et elle apparaît maintenant, excusez-moi, ça a été un peu long. Le comité donc conclut sa décision en disant « Dans certains cas de licenciement abusif, l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 24 mois ne peut pas suffire pour compenser les pertes et le préjudice subi. Et donc, le plafonnement de l'indemnisation prévu par la loi finlandaise peut laisser subsister des situations dans lesquelles l'indemnisation ne couvre pas tout le préjudice. » Et donc, vous voyez bien que une loi qui crée un plafond d'indemnisation, elle est contraire à la charte sociale des droits européens. Et le Conseil de prud'homme poursuit son raisonnement en soulignant que le Conseil d'État a reconnu que la charte sociale était un traité international, que la Cour de cassation se réfère régulièrement dans sa jurisprudence à la charte sociale, et donc que l'applicabilité de cette charte sociale, finalement, ne fait aucun doute. Donc ça, c'était pour le raisonnement au titre de ce que disent les conventions internationales qui ont été ratifiées par la France et qu'un justiciable peut directement invoquer devant le juge judiciaire. Le Conseil de prud'homme, ensuite, va analyser le Code du travail. Et le Code du travail, je vous renvoie là-dessus sur la vidéo que j'ai faite à propos de la procédure de licenciement, prévoit donc, depuis les ordonnances Macron, dans l'article 1235.3, des plafonnements d'indemnisation. Et le plafonnement maximum, il est de 20 mois. Donc vous voyez que la loi française, elle est doublement en retrait par rapport à la loi finlandaise, parce que dans le droit finlandais, c'est 24 mois, en France, c'est 20 mois, et en droit français, on ne peut invoquer que le Code du travail pour obtenir son indemnisation, on ne peut pas invoquer la responsabilité civile de l'employeur, alors que dans la loi finlandaise, on peut, à titre subsidiaire, essayer d'obtenir une réparation sur le fondement du Code civil. Donc vous voyez que le droit français, il est beaucoup moins favorable aux salariés que le droit finlandais, qui lui-même a été considéré comme étant contraire à la charte sociale. Et le Conseil de prud'homme de Troyes conclut que cet article 1235.3 ne permet donc pas aux juges d'apprécier les situations individuelles des salariés et de réparer de manière juste le préjudice qu'ils ont subi. Donc vous voyez bien que là, le Conseil de prud'homme fait ressortir le caractère inconventionnel de cette disposition du Code du travail. Alors, le Conseil de prud'homme ajoute ce paragraphe en dessous qui, à mon sens, est un peu plus faible. Il aurait pu s'en passer. Le Conseil de prud'homme dit que voilà, les barèmes ne sont pas dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse. Ils vont même sécuriser les fautifs au détriment des victimes, et donc ils sont inéquitables. Alors ce passage-là, je le trouve un peu faible. Pourquoi? Parce que le droit du licenciement, il s'inspire du droit de la responsabilité. C'est un régime distinct, mais ça reste un peu dans la même logique que la responsabilité. Et quand on est dans une démarche qui vise à déterminer la responsabilité de quelqu'un en droit français, ce que l'on veut, c'est réparer le préjudice qu'a subi la victime, indépendamment de la faute du responsable. Vous voyez? Donc,
en droit du licenciement, ce qu'on cherche, c'est indemniser le préjudice du salarié. Et contrairement au droit américain, le droit français, il ne connaît pas les dommages punitifs. Et vous voyez, le droit du licenciement, il n'a jamais été là pour punir l'employeur. Et c'est un peu l'idée qui transparaît là dans cette paragraphe du Conseil de prud'homme, c'est l'idée de dire que si on octroie des dommages et intérêts, c'est pour réparer le préjudice subi par le salarié, mais c'est aussi un peu pour sanctionner l'employeur. Et quand on commence à raisonner ainsi, eh bien, on va quelque part donner raison à Macron, qui a voulu plafonner les indemnités dans le but de sécuriser les licenciements. Donc vous voyez que ce paragraphe-là, il est, à mon sens, mal formulé, et surtout, je pense qu'on peut le formuler mieux. Et vous verrez que dans l'idée que je vous suggère à la fin de cette vidéo, on retrouve la même intuition, mais qui est formulée sous un angle qui me semble être beaucoup plus pertinent et moins culpabilisateur, vous voyez, vis-à-vis des employeurs. Quoi qu'il en soit, avec le paragraphe précédent, le Conseil de prud'homme met en évidence que les barèmes sont contraires à la charte sociale et à la convention de l'OIT, et au terme donc de cette première partie de son raisonnement, le Conseil de prud'homme considère qu'ils sont donc inconventionnels. S'ils sont inconventionnels, ça veut dire que le juge n'a pas à tenir compte de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Et donc, dans la deuxième partie de cette décision, j'irai plus vite sur ce point, le Conseil de prud'homme statue sur les dommages et intérêts qu'il va octroyer aux salariés, et en l'occurrence, la motivation est bien faite, puisque le Conseil de prud'homme a vraiment pris le soin de montrer à quel point le préjudice du salarié était réel, et que en plus, l'attitude de l'employeur avait été particulièrement fautive. Je vous laisse faire une pause, par exemple, sur cette slide. Vous pourrez relire tranquillement ce dont il en retournait. Voilà, et ça c'est la fin de la motivation du Conseil de prud'homme. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au terme de tout ce raisonnement assez ample, on a octroyé aux salariés une indemnité qui correspond à 9 mois de salaire. Vous voyez, c'est pas des sommes mirobolantes, c'est pas comme si on avait condamné l'employeur à payer aux salariés une indemnité qui équivalait 5 années. Vous voyez, c'est juste 9 mois de salaire, donc c'est pas énorme. Dans la décision du Conseil de prud'homme d'Amiens, j'irai beaucoup plus vite sur ce point-là, le Conseil de prud'homme se focalise dans un premier temps sur la nature du dommage qui est subi par le salarié. Et je trouve que ça c'est intéressant parce qu'il rappelle que dans un licenciement, la nature du dommage, elle est duale. C'est à la fois un préjudice financier, parce qu'il y a une perte de revenus importante, mais c'est aussi un préjudice d'ordre psychique, un préjudice moral, parce que c'est moralement brutal de perdre son emploi. Et les indemnités qui sont allouées aux salariés, elles réparent ces deux chefs de préjudice. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut plaider dans ces conclusions, parce que c'est vraiment... faut pas réduire, comme le font les ordonnances Macron, le licenciement à un simple préjudice économique. D'accord ? Il y a une dimension morale et humaine dedans qui est assez importante. Et là, en l'occurrence, le Conseil de prud'homme précise ensuite que si on appliquait les barèmes Macron, eh bien le salarié, il aurait le droit à une indemnité de un demi-mois de salaire, alors qu'il a perdu son emploi. Autant vous dire que cette indemnité, elle est absolument ridicule, quoi. Et c'est ce que dit justement le Conseil de prud'homme après, elle est ni appropriée ni réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là, le Conseil de prud'homme d'Amiens ne s'était fondé que sur la Convention 158 de l'OIT. Quoi qu'il en soit, au terme de sa décision, il va octroyer des dommages et intérêts aux salariés à hauteur de 2 000 €. Vous voyez, c'est pas non plus des montants qui sont délirants, d'accord ? Donc, quand les ordonnances Macron ont été discutées au Parlement, on a peint les conseillers prud'homaux comme étant des juges rouges qui étaient là pour casser du capitaliste. Quand vous voyez ces deux décisions, on n'a pas l'impression non plus que les sommes qui sont allouées aux salariés sont des montants qui sont absolument délirants. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des reproches qu'on peut faire aux juges français, c'est qu'ils sont toujours très frileux dans leur appréciation des dommages et intérêts de la part des victimes. Donc, vous voyez, en écartant les barèmes Macron, on n'arrive pas non plus à des situations qui sont sidérantes et choquantes au regard des intérêts, entre guillemets, légitimes de l'employeur.
Ça, c'était donc pour les raisonnements des conseils de prud'homme à l'heure actuelle devant les juges. Je voudrais maintenant vous proposer une autre idée à plaider, et je pense qu'on peut soutenir, mais c'est une idée qui n'engage que moi pour l'instant, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. On peut soutenir que les barèmes Macron sont contraires à la convention, à la CEDH, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et à quoi serait-il contraire dans cette Convention européenne des droits de l'homme? Il serait éventuellement contraire à l'article 6.1 de la CEDH, sur le procès équitable. Parce que si vous regardez la jurisprudence de la CEDH, la CEDH vous dit, pour qu'il y ait un procès équitable, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un accès concret et effectif au juge, et il faut également que dans le déroulement du procès, il y ait une égalité des armes. Il ne faut pas qu'une des parties se trouve dans une situation de net désavantage vis-à-vis de son adversaire. Donc ça, c'est le premier argument, le premier fondement juridique sur lequel on peut se placer. Il y a un autre fondement juridique sur lequel on peut se placer, c'est l'article 1 du protocole additionnel numéro 1 de la CEDH, qui, lui, a trait à la protection de la propriété, à la protection des biens. Et la Cour européenne des droits de l'homme a toujours considéré qu'une créance de dommages et intérêts, ça constitue un bien. Alors, comme on est en matière de liberté fondamentale, il y a toujours un raisonnement qui s'applique, c'est qu'il faut arriver à déterminer si l'atteinte au droit fondamental, elle est justifiée et proportionnée au but poursuivi. Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer là, c'est comment on peut caractériser une atteinte aux droits fondamentaux, et est-ce que cette atteinte est proportionnée ou pas, et à mon avis, elle ne l'est pas. Donc il faut résoudre trois questions. La première, c'est en quoi est-ce qu'il y a une atteinte aux libertés fondamentales du salarié? Deuxième question, c'est quelle est la raison d'intérêt général qui justifie cette atteinte? Et là, on va revenir aux ordonnances Macron, aux raisons d'être de l'instauration de ces barèmes. Et dernièrement, est-ce qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence d'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu? Je vais vous expliquer tout ça. Alors, l'atteinte aux libertés fondamentales. Il y a une atteinte qui est absolument caractérisée et qui, à mon avis, n'est même pas contestable, c'est l'atteinte au bien. L'atteinte au bien, donc l'atteinte au bien, c'est-à-dire au sens de l'article 1 du protocole additionnel numéro 1 de la CEDH. Pourquoi? Parce que, en instaurant les barèmes, en plafonnant les barèmes, eh bien, les dommages et intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice. Donc, par définition, vous voyez que instaurer un barème avec un plafond d'indemnisation, c'est porter atteinte à la créance de dommages et intérêts du salarié, puisque le salarié ne pourra jamais solliciter le paiement de la totalité des dommages et intérêts qui couvrent son préjudice, il va se heurter à ce plafond. Donc l'atteinte au bien, elle est caractérisée, et rien que pour cette raison, le reste du raisonnement peut se poursuivre. L'atteinte au procès équitable et à l'accès au juge, je vous ai dit que dans le cadre du procès équitable, il faut d'abord qu'on ait un accès au juge, eh bien cette atteinte-là, elle est plus discutable. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez France Stratégie. Alors France Stratégie, en fait, c'est une institution qui est rattachée au Premier ministre, qui a remplacé le Commissariat général au plan, et qui fait des évaluations sur les politiques publiques qui ont été engagées. Et à propos des ordonnances Macron, ils ont comme mission d'évaluer en fait l'impact de ces ordonnances. Et ils ont fait un deuxième rapport d'étape en décembre 2018, que vous pouvez retrouver sur leur site internet, que vous retrouverez en dessous de cette vidéo, et ils analysent en fait comment le contentieux devant le juge prud'homal évolue depuis ces dernières années. Donc c'est une analyse assez large, mais à propos, il y a un passage particulier qui nous intéresse, qui nous montre que, à l'heure actuelle, ceux qui saisissent le plus les conseils de prud'homme, ce sont les salariés âgés, donc en fin de carrière, et les cadres. Donc, essentiellement, des gens qui, au regard de la rémunération qu'ils perçoivent, peuvent espérer des indemnités beaucoup plus élevées que celles
qui résultent des plafonds de l'article 1235.3. Donc là, vous voyez qu'on peut déjà déceler, même si c'est difficile à quantifier, mais on peut déjà déceler une atteinte au procès équitable de l'article 6.1 et à l'accès au juge. Pourquoi? Parce qu'il y a certains salariés qui vont renoncer à aller devant le juge. Ils vont renoncer d'aller devant le juge en sachant que de toute manière, le montant maximum qui va pouvoir leur être accordé est très en deçà de leur préjudice et que le jeu finalement n'en vaut pas la chandelle. Et vous voyez bien que dans le cadre des deux décisions que je vous ai évoquées tout à l'heure, c'est bien ça la gêne des juges. C'est de dire on ne peut pas indemniser intégralement le préjudice parce qu'il y a un plafond qui est beaucoup trop bas par rapport au préjudice qui a été subi. Donc vous voyez que l'instauration de ces barèmes Macron, je pense qu'on peut les interpréter comme étant un mécanisme qui porte atteinte à l'accès effectif et concret au juge. Et autre chose, il y a une autre atteinte au procès équitable, c'est au regard du principe de l'égalité des armes. Pourquoi? Parce qu'un procès, vous voyez, c'est deux parties qui ont chacun une espérance légitime et qui demandent au juge de trancher leur contestation et de faire droit à une de ces espérances légitimes. Quand on instaure les barèmes Macron, eh bien, on crée un déséquilibre, une inégalité des armes entre l'employeur et le salarié. Parce que l'employeur, quand il arrive devant le juge, il sait déjà que dans le pire des cas, si le salarié gagne, eh bien, l'espérance légitime du salarié, elle sera brisée par les barèmes d'indemnisation, par le plafond qui fait qu'il ne pourra pas obtenir l'intégralité de son préjudice. Et donc l'employeur sait déjà que, même s'il perd, ça lui coûtera une certaine somme qu'il connaît par avance. Autrement dit, la loi, elle influe automatiquement sur la fin d'un procès et elle crée un déséquilibre, à mon sens, entre les droits des deux parties, puisque le salarié se trouve systématiquement et structurellement défavorisé par rapport à l'employeur. L'employeur, lui, pourra obtenir l'intégralité de ce qu'il demande, c'est-à-dire le rejet complet des prétentions du salarié, mais à l'inverse, le salarié, lui, ne pourra jamais obtenir la satisfaction intégrale de ses prétentions juridiques. Donc à mon sens, voilà, il y a une atteinte au bien qui est caractérisée, et possiblement, il y a deux atteintes aux exigences du procès équitable dans l'accès au juge et dans l'égalité des armes ensuite. Alors, on a vu l'atteinte aux libertés fondamentales, maintenant voyons quelle a été la justification qui a été avancée pour la création de ces barèmes. Et là, il faut se rapporter au rapport qui a été remis au président de la République, et ce passage particulièrement, qui nous dit que les barèmes d'indemnisation, ils ont été mis en place pour donner une sécurité et une visibilité sur les contentieux potentiels. Aucun, et je vous lis la fin textuellement parce que franchement c'est beau à analyser, vous allez voir. Aucun chef d'entreprise, et particulièrement dans les très petites et moyennes entreprises, ne recrute des salariés avec l'intention de les licencier. Ça paraît assez logique. Mais l'incertitude sur le coût d'une rupture potentielle peut le dissuader d'embaucher en contrat à durée indéterminée. Le barème, par la prévisibilité qu'il donne, permettra de lever cette incertitude et de libérer la création d'emplois dans notre pays. Donc vous voyez bien que l'objectif de l'ordonnance, l'objectif dans la création de ces barèmes, il est double. Le premier objectif, c'est de rendre prévisible le contentieux, c'est-à-dire de permettre à l'employeur exactement à quoi il est au maximum condamné en cas d'instance prud'homale à la suite d'un licenciement. Mais ce premier objectif, en lui-même, il n'est pas très intéressant. Parce que le véritable objectif, c'est de permettre à l'employeur de créer de l'emploi. Si l'on lui garantit que le licenciement ne lui coûtera pas trop cher, alors il va se mettre à embaucher. Et c'est ça qui est le plus important. On va créer de l'emploi en limitant l'indemnisation du licenciement. Alors, on a bien compris maintenant la justification d'intérêt général que poursuit les ordonnances Macron. Reste à déterminer enfin, qu'est-ce que c'est que le rapport raisonnable de proportionnalité? Et est-ce que ce rapport raisonnable de proportionnalité, il existe en l'espèce? Alors,
on parle bien de proportionnalité, on ne parle pas de causalité. Mais vous voyez bien qu'il faut quand même que les deux éléments soient liés. Il faut que l'atteinte à la liberté fondamentale, elle soit d'une manière ou d'une autre liée à la raison d'intérêt général qui est poursuivie par ailleurs. Et là, ce rapport raisonnable de proportionnalité, très franchement, je ne vois même pas comment on peut affirmer qu'il existe. J'exagère un peu, mais à peine, et je vais vous prendre un exemple. Le raisonnement qu'il y a là, dans le rapport qui a été remis au président de la République, il est à peu près similaire à celui qui consisterait à dire si on diminue le prix des médicaments, cela va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est que les gens vont mieux se soigner, et la deuxième conséquence, c'est qu'ils vont moins tomber malades et qu'ils seront en meilleure santé. Alors, vous voyez, les deux premières propositions, on les comprend. Si on diminue le prix des médicaments, effectivement, il y a des gens qui refusent d'aller voir un médecin parce qu'ils n'ont pas les moyens, et qui là vont décider d'aller voir le médecin et qui vont donc mieux se soigner. Donc la première articulation, elle est parfaitement évidente. Mais en revanche, dire que si on diminue le prix des médicaments, les gens vont moins tomber malades et seront en meilleure santé, ça, c'est deux propositions qui sont totalement distinctes l'une de l'autre, qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Et c'est exactement ça, l'idée derrière l'instauration des barèmes. Je reprends le raisonnement quand même qui figure dans la slide précédente. On vous dit, si on instaure des barèmes, l'employeur sait combien va lui coûter le procès. Première conséquence. Ça, l'articulation entre les deux, elle est parfaitement évidente, tout le monde l'a bien saisi. Et à travers ça, on nous dit, si on instaure des barèmes, alors l'employeur va se mettre à embaucher. Mais cette deuxième articulation-là, elle est complètement aussi absurde que de dire, si on baisse le prix des médicaments, les gens vont être en meilleure santé. Vous voyez, c'est deux propositions qui sont totalement déconnectées l'une de l'autre. Je ne sais même pas comment le dire, tellement ça me paraît énorme. Et ça n'a d'ailleurs, ce postulat des ordonnances Macron, il a strictement jamais été démontré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude, y compris des études dans les pays étrangers qui ont instauré des barèmes d'indemnisation, il n'y a aucune étude au monde qui montre que créer des barèmes de licenciement, ça a une conséquence bénéfique en termes de création d'emplois et de conclusion de contrats de travail. Donc, vous voyez, c'est vraiment une affirmation qui, d'un point de vue logique, déjà, quand on la réfléchit un peu, est complètement absurde, et en plus de ça, qui n'a strictement jamais été démontrée. Et si vous regardez les rapports d'étape de France Stratégie, donc institution qui est rattachée auprès du Premier ministre, dans son deuxième rapport d'étape, France Stratégie reconnaît que, à l'heure actuelle, elle n'est pas en mesure de déceler le moindre impact qu'ont eu les ordonnances Macron sur la création d'emplois, en termes d'instaurer les barèmes de licenciement sur la création d'emplois. Alors que les barèmes, ils sont quand même entrés en vigueur le 24 septembre 2017, donc on est en 2019, vous voyez, il s'est quand même écoulé plus d'une année, 1 an et demi depuis ces barèmes. S'ils avaient eu la moindre incidence sur l'emploi, on serait en mesure de le déceler. Et France Stratégie, à la fin de son rapport d'étape, là, estime qu'ils pourront peut-être le mesurer en 2020 ou 2021. Autant dire qu'il y aura eu tellement de facteurs macroéconomiques qui se seront écoulés entre 2017 et 2020 que je ne vois même pas comment on arrivera à déceler la part d'influence de l'assouplissement des règles du licenciement dans la création d'emplois. Donc vous voyez bien que, à mon sens, c'est ça qu'il faut plaider devant le juge. C'est dire, voilà, on a créé des barèmes d'indemnisation, c'est une atteinte à plusieurs libertés fondamentales. L'intérêt général qui est poursuivi par la création de ces barèmes, certes, il peut exister, mais cet intérêt général, c'est de créer de l'emploi, hein, avant tout, et le rapport entre les deux, entre l'atteinte aux droits du salarié et la création d'emplois d'autre part, ce rapport raisonnable de proportionnalité, il n'existe pas. Or, les trois conditions sont absolument cumulatives. Donc à mon avis, on peut écarter les barèmes Macron en disant il n'y a jamais eu de rapport raisonnable de proportionnalité entre la création d'emplois d'une part et la barémisation des indemnités dans le cadre du licenciement. Donc ça, à mon avis, c'est à plaider. Et
la décision du Conseil constitutionnel que j'évoquais au début, du 28 mars 2018, elle est assez... Enfin, il faut la relire parce que c'est assez joli, parce que le Conseil constitutionnel, en fait, à travers cette décision, il vous montre qu'il ne croit même pas à l'intérêt général qui est avancé par le rapport qui a été remis au président de la République. Dans son paragraphe 86, le Conseil constitutionnel nous dit « En fixant un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. » Sauf que les ordonnances Macron, l'objectif d'intérêt général, c'était pas de sécuriser les licenciements, c'était de sécuriser les licenciements pour permettre la création d'emplois. Voyez, donc pour le Conseil constitutionnel, il efface totalement ce deuxième objectif, qui est pourtant le plus essentiel, qui était de supprimer tout ce qui peut dissuader l'embauche pour justement libérer la création d'emplois. C'est-à-dire qu'à travers la décision du Conseil constitutionnel, on se rend compte que le Conseil constitutionnel lui-même ne croit pas aux promesses qui ont été faites lors de la discussion des ordonnances Macron. Et ce qui est intéressant à travers cette décision du Conseil constitutionnel, c'est que finalement elle vous dit le seul objectif d'intérêt général vraiment tangible dans ces ordonnances Macron, c'est qu'on rend prévisible les conséquences d'un licenciement. Mais on les rend prévisibles pour qui? On les rend prévisibles pour l'employeur. Autrement dit, ce que nous dit en creux le Conseil constitutionnel, c'est qu'en créant des barèmes d'indemnisation, eh bien, on a créé une inégalité des armes devant le juge prud'homal, ce qui est contraire à l'article 6.1 de la CEDH. Donc vous voyez, à mon avis, le raisonnement des juges des conseils de prud'homme, il est très intéressant. Il est très intéressant au regard de la Convention de l'OIT numéro 158, au regard de la Charte sociale européenne, mais je pense qu'il y a un troisième argument qu'on pourrait faire valoir sur l'article 6.1 de la CEDH, sur l'article 1 du protocole additionnel numéro 1 de la CEDH. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute l'évolution de cette jurisprudence sur cette question qui me paraît vraiment intéressante. Et on se retrouve bientôt sur Un de droit pour de nouvelles aventures. À bientôt.